La majorité des leviers qui sont utiles en SEO sont utiles en géo. Il y a une bataille de la donnée qui est sous-jacente à la bataille de l'attention. Et en fait, c'est 40% de la génération Z aux États-Unis qui commence sa recherche sur TikTok et Instagram. Mettre une couche d'IA par-dessus le CRM et faire des agents IA, c'est beaucoup plus facile que quelqu'un qui se dit moi je vais développer des super agents IA, mais si t'as pas la donnée, les utilisateurs et la force de distrib, en fait la valeur de ta société que tu as créée, elle est assez faible. Hello Thibaut. Hello Thomas. Merci d'être là pour ce podcast. Écoute, je suis ravi de t'avoir parce que je voulais qu'on discute un petit peu de l'impact de l'IA générative sur la visibilité des marques. Je crois qu'il y a plein de choses qui se passent en ce moment. Je crois que tu regardes le sujet de près. Donc, je suis ravi qu'on puisse discuter de ce sujet-là. Est-ce que d'abord, pour commencer, tu peux te présenter rapidement ? Déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Hyper content d'être là. Donc, moi, c'est Thibaut Renouf, comme tu l'as dit. Je suis co-CEO de Partout. Donc, on co-dirige une société avec Thibaut Lévy-Martin, le fondateur. Et Partout, c'est une société qui accompagne les retailers et tous les réseaux de points de vente sur leur transition digitale, sur différents aspects. Il y a toute la partie mise à jour d'informations en ligne. Donc, dès que tu vas sur Google Maps et que tu cherches des horaires, adresses, numéros de téléphone, site internet, tout ça, c'est nous qui mettons à jour ça pour 300 000 points de vente aujourd'hui. On fait toute la gestion des avis, donc les avis Google Maps, Facebook, TripAdvisor, et la gestion des messages aussi. Messagerie WhatsApp, messagerie Facebook, messagerie Instagram, etc. Et Partout, ça fait 10 ans aujourd'hui que ça existe. On est 350 collaborateurs présents dans pas mal de pays, en France, en Espagne, en Italie, au Moyen-Orient et en Amérique latine. Et on est basé à Paris, à Barcelone. Et à côté de ça, à côté de Partout, moi je passe pas mal de temps à écrire soit sur le blog de Tribes que tu connais peut-être, et d'ailleurs j'ai mis le pulse pour l'occasion, soit dans des livres. J'ai sorti un deuxième livre là sur un peu les crises qu'on a traversées chez Partout, qui s'appelle Startup and Down, et écrire aussi sur des sujets d'intelligence artificielle. C'est pour ça que je suis hyper content aujourd'hui d'échanger avec toi sur tous ces sujets. Trop chouette. On aura l'occasion de reparler de toutes ces choses-là, de Tribe, de ton livre. Et par rapport à Partout, je trouve que c'est intéressant de parler de l'impact de l'IA parce que finalement, si vous travaillez sur cette visibilité-là, j'imagine que Google, ça a été une place importante d'optimisation. Aujourd'hui, il y a de l'IA qui finalement arrive dans Google en plus pour pouvoir optimiser des messages, des interactions. Et aussi, il y a des nouvelles places. Il y a des nouveaux, dans cette gare de l'attention, en fait, finalement, il y a des nouveaux objets d'attention, ChatGPT, autres. Et du coup, ça change un petit peu la donne. Qu'est-ce que ça change pour toi le plus, finalement ? Déjà, en fait, ce qu'on se dit, c'est qu'il y a peut-être 10 ans, 15 ans, il y avait énormément d'endroits où on pouvait chercher, notamment des points de vente en ligne. Tu appelais 118 000, 118 712, l'annuaire de la Poste, plein de sites qui existaient. Et en 10 ans, il y a Google qui a pris une suprématie assez importante sur le search. Et donc, il y a une grosse partie des recherches quand tu cherches quelque chose. C'est un peu la vidéo de Norman. Maintenant, il y a Google, je sais pas si tu te rappelles. C'est tout le monde va sur Google pour chercher. Et depuis, je pense, 3 ans, il y a une fragmentation du search avec d'un côté tout ce qui est réseaux sociaux qui commencent à devenir un endroit où les gens commencent à chercher. Donc, TikTok, Instagram, maintenant quand tu parles à des gens qui ont moins de 20 ans, ils peuvent te dire quand je commence à chercher sur Internet, je vais sur Instagram pour trouver un resto, je vais sur TikTok. Donc déjà, c'est une grosse tendance, notamment aux États-Unis. Et ça, ça fait peut-être 5 ans. TikTok, ça a été lancé en 2016. Donc, les étudiants, ils font tout ça. Ils cherchent leur restaurant sur TikTok. Exactement. Et nous, on n'a pas l'habitude. Nous, on est très génération Google. Et en fait, c'est 40% de la génération Z aux États-Unis qui commence sa recherche sur TikTok et Instagram. Et ces recherches, c'est ce qu'on appelle des recherches immersives. Là aussi, ça utilise un algo d'IA. En fait, quand tu es sur Internet, sur Google, tu vas aller chercher, par exemple, j'ai mal au dos, et comment avoir moins mal. Donc là, c'est vraiment une recherche qu'on appelle intentionnelle. Alors que sur Instagram ou sur TikTok, c'est une recherche qu'on appelle immersive. C'est qu'en fait, tu vas juste regarder plus longtemps une vidéo qui te montre quelqu'un qui a mal au dos et après, ils vont t'en balancer des tonnes. Et tu peux tomber en gros dans des loops de contenu, mais c'est pas toi qui auras dit ce que t'aimes, mais ton comportement l'aura dit. Et donc, c'est un peu la différence entre recherche textuelle et recherche immersive. Et d'ailleurs, juste par rapport à ça, c'est peut-être important qu'on souligne rapidement la différence entre l'intelligence artificielle, type machine learning, qui est finalement sur Google, sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook depuis 10 ans. C'est déjà dans notre quotidien. Et l'intelligence artificielle générative qui va, elle, changer un petit peu la façon dont on recherche. Si tu veux peut-être, je sais pas, en quelques mots, nous expliquer... Généralement, on oppose, à tort ou à raison, la partie un peu machine learning, qui est en l'entraînement sur un nombre important de comportements pour que
la machine apprenne de son expérience précédente. Donc, par exemple, elle va apprendre que quelqu'un qui a regardé tel type de vidéo va être plus sensible à tel autre type de vidéo. Et je pense que Meta, Google et toutes les plateformes de réseaux sociaux ont mis en place des modèles de machine learning depuis 10 ans. Donc, en fait, eux, ils disent tous, l'intelligence artificielle est au cœur de Meta depuis très très longtemps, même si on le voyait pas. Donc ça, c'est plutôt la partie machine learning. Et tu as la partie IA générative avec ChatGPT, avec tous les autres moteurs de recherche maintenant conversationnels, qui est arrivé au moment de ChatGPT de manière plus récente. Et ça, je pense que c'est intéressant de voir que de Google en 2018 est parti un monde de recherche qui s'est un peu divisé en deux. D'un côté, les réseaux sociaux qui sont très immersifs, et de l'autre côté, les moteurs de recherche conversationnels. Et tu l'as dit, les moteurs de recherche conversationnels utilisent plutôt l'IA générative. Et l'idée, c'est plutôt que de te donner une réponse sous la forme de liens bleus, donc des sites internet, on va te donner une réponse sous la forme de texte dans une conversation naturelle, en langage naturel, et ça va s'appuyer sur des LLM, Large Language Model. Et donc là, il y a eu plusieurs boîtes qui se sont lancées. Bon, tu as ChatGPT en premier qui est devenu SearchGPT en connectant ChatGPT à la base de données d'Internet et en faisant quelque chose de toujours mis à jour. Mais il y a aussi Perplexity qui est un moteur de recherche qui a été lancé il y a 2-3 ans et qui a vraiment explosé tous les records récemment. Et après, tu vas avoir Mistral AI qui vient de lancer Le Chat, qui peut être considéré aussi comme un moteur de recherche puisque tu peux lui poser des questions sur les restaurants à proximité, sur des questions de cuisine ou ce genre de choses. Et donc, tu as quand même pas mal. Et tu as Gemini, qui est un peu le moteur de recherche, enfin le moteur de recherche conversationnel de Google, où tu vas discuter, poser des questions de la même manière qu'avec ChatGPT. Et donc, c'est un peu une transformation du monde de recherche. Et on reviendra peut-être un peu sur comment ça fonctionne en fait quand on va chercher des informations sur le chat ou sur ChatGPT. Mais déjà, tu as dit un truc, quand tu l'as dit, je me dis, punaise, c'est vrai. En fait, on est habitué à ce que la recherche ce soit Google, mais il y a eu un monde avant Google où en fait, il y avait plein de sites, etc. Et presque on l'avait oublié en fait que ça existait ce monde-là. En fait, c'est assez. Je pense que le départ d'Internet, c'était vraiment un monde où tu avais, je pense qu'on appelle les SERP, donc tous les liens bleus, et tu n'avais pas forcément besoin de Google. Ensuite, il y a tous les moteurs de recherche qui sont arrivés pour mettre en forme ces liens bleus et te proposer les plus pertinents. Et ensuite, tu as une autre tendance qui est là depuis 10 ans et dont on parle assez peu finalement, c'est les no-click search. C'est-à-dire que plutôt que de donner un lien bleu, Google va te donner une réponse directe à ta question. Et ça peut représenter jusqu'à 60% des recherches. Par exemple, toi, si tu vas taper quel temps fait-il au Caire, ou quand est mort Charlemagne, ou toutes les questions un peu informatives, tu vas pas cliquer sur un lien et tu vas avoir ce qu'on appelle la position 0. Donc, c'est un bloc de texte que tu vois, ou tu vas voir Google Maps pour le cas de partout, puisque c'est ce qu'on gère, ou tu vas voir la météo, mais dans Google, et tu vas avoir directement ta réponse. Et ça a été déjà un gros changement. Avant, tu allais tout le temps sur les sites internet, et maintenant, tu as une grosse partie des recherches que tu fais en ligne où tu ne cliques sur rien parce que tu as directement ta réponse. Et c'est pour ça que pas mal de gens disent que Google est passé déjà depuis 10 ans d'un moteur de recherche à un moteur de réponse où tu as moins de clics à faire et tu obtiens directement la réponse au sujet que tu as posé avec une ChatGPT qui est arrivée. Finalement, c'est une sorte de V1 de ChatGPT parce que tu avais déjà un peu des réponses. Et du coup, la question que je voulais poser, c'est est-ce que ces nouveaux moteurs de réponse, les IA, est-ce que on entend partout, ils sont en train de tuer Google, Google est mort. C'est quoi ton point de vue toi par rapport à ça? Il y a plusieurs réponses. Déjà, le premier sujet, c'est à quel point les habitudes sont ancrées dans la manière dont les gens utilisent Internet. Et je pense que les chiffres de Google n'ont jamais été aussi bons. La majorité des recherches sont faites encore sur Google. Et c'est très difficile de changer les habitudes des gens et de transformer ça, même si on dit il y a une grosse partie qui est faite sur ChatGPT. En fait, ça reste anecdotique par rapport à la puissance de Google aujourd'hui. Donc ça, c'est un premier élément de réponse. Il y a un deuxième élément de réponse qui est de dire que finalement, Google n'a pas attendu de ChatGPT pour réfléchir à comment intégrer l'IA dans son expérience de search. Et ils ont lancé un projet il y a maintenant 4 ans qui s'appelle Google SGE pour Search Generative Experience, qui est en fait l'équivalent de ChatGPT intégré à l'expérience de search. C'est-à-dire que quand tu vas taper une question du type comment recharger une voiture électrique, ils vont aller chercher, Google va aller chercher sur plein de sites internet et résumer tous ces sites internet dans un bloc qui va être généré en langage naturel et proposé à l'utilisateur. Mais ça, c'est un peu le bloc dont tu parlais tout à l'heure, le bloc 0 ? Alors, non, c'est différent. En gros, une position 0, c'est ce qu'on a en France aujourd'hui, qui va tout simplement être un bloc de texte qui est tiré de ton site.
il va pas changer ce qui est marqué sur ton site. Ok. Donc, imaginons, tu dis comment recharger une voiture hybride. Toi, tu as écrit le texte. Et ben, ça va prendre ce texte et ça va le mettre en snapshot sur Google. Ouais, ok. Ça, c'est la position 0. Mais c'est différent de Google SGE qui s'appelle maintenant AI Overview. AI Overview, qui est directement dans Google Chrome. Qui est directement dans Google, mais uniquement aux États-Unis et dans une centaine de pays hors Europe. En gros, l'Europe est la seule région au monde qui n'a pas AI Overview. Pour des raisons RGPD Pour des raisons d'une législation européenne qui s'appelle le DMA, Digital Market Act. Ouais. Donc en gros, tu as 2 grandes régulations européennes en ce moment qui tentent de réguler la partie moteur de recherche notamment. Tu as le DSA et le DMA, Digital Service Act et Digital Market Act. Le DSA, c'est plutôt pour lutter contre la fausse information en ligne. Ouais. Et le DMA, c'est pour lutter contre les pratiques anticoncurrentielles. Donc, si je reprends, tu as Google qui a lancé il y a quelques années Google SGE en bêta. C'était un bloc de texte généré par intelligence artificielle qui résume les sites internet. Ensuite, Sundar Pichai, le CEO de Google, a annoncé le rollout dans tous les États-Unis. C'était l'été 2024. Ils ont annoncé, ils ont dit, OK, maintenant AI Overview, ça va être mis partout. Et c'était le nouveau nom. AI Overview a été le nouveau nom de Google SGE. Ça, Google SGE, on n'en parle plus trop, mais ça a un nouveau nom qui est AI Overview. Et ça a hyper bien marché. Il y a eu quelques backlash parce qu'il y a eu des fautes classiques, des hallucinations, mais c'est en train de remonter. Et en France, on l'a pas du tout parce que la régulation européenne, la législation européenne considère que c'est du self-preferencing. C'est-à-dire que Google met en avant ses propres informations et prend du trafic au site internet, et donc ils n'ont pas le droit de mettre ce bloc de texte qui va générer moins de clics selon la Commission européenne. Et donc en application du DMA qui évite les pratiques anticoncurrentielles, Google n'a pour le moment pas le droit de mettre en place AI Overview en Europe. Ça veut dire qu'aujourd'hui en Europe, tu as la position 0, mais tu n'as pas ce bloc de texte généré par IA. Et ce qui est paradoxal, c'est qu'en même temps, Google autorise Perplexity ou ChatGPT de générer des textes par IA en Europe. Enfin, Google, l'Europe autorise Perplexity. Pardon, l'Europe autorise ChatGPT et Perplexity à générer des blocs par IA, mais n'autorise pas Google, parce que Google est soumis à la régulation du DMA, parce que c'est une très grande entreprise digitale, et le DMA cible ces grandes entreprises, alors que ChatGPT, donc OpenAI, et Perplexity ne sont pas soumis à ces régulations, parce qu'ils sont jugés trop petits donc pour le moment. Donc, ça va changer, soit plus personne n'aura le droit, soit tout le monde aura le droit. Je pense que Google va un peu se battre pour avoir l'autorisation de générer ces blocs par IA, au même titre que ce que fait d'autres acteurs type Perplexity et ChatGPT. Et dans ce que tu dis, je trouve il y a un point qui est important et dont on parle pas mal ici, c'est finalement la différence entre la technologie elle-même et les acteurs. Parce que là, le problème, c'est pas l'intelligence artificielle. Parce que le problème, c'est les produits qui viennent dans cette bataille de l'attention et ces nouveaux acteurs de la bataille de l'attention. Parce que comme tu le dis, alors peut-être pas en France, mais en fait, l'IA, elle était déjà dans tous nos réseaux sociaux. L'IA générative, elle est déjà dans Google. Donc le problème, c'est pas l'IA générative, c'est que maintenant, dans cette guerre de l'attention, il y a des nouveaux acteurs, Perplexity, ChatGPT, qui vont prendre un morceau de notre attention et qui vont le déplacer de Google sur ces outils-là. Et en ce cas-là, en ce sens-là, du coup, ça crée une fragmentation du search. Et donc, de plus en plus, moi, je vais aller chercher sur ChatGPT une idée de cadeau et je vais tomber sur des liens. Et finalement, toi, tu vois ça comment, ce nouveau search sur ces outils? Ça marche bien? C'est déjà en place? Alors, il y a plusieurs aussi éléments de réponse. Le premier, c'est est-ce que ça marche bien et comment ça va potentiellement évoluer? Déjà, il y a un premier point qui est assez intéressant, c'est quels sont les types de recherches qu'on fait sur Google et quels sont les types de recherches qu'on fait sur Chat. Généralement, on distingue 2 types de recherches. Tu as les recherches dites informationnelles ou informatives, je sais pas, et l'autre qui est plutôt transactionnelle. Donc, par exemple, si je vais taper la différence, si je cherche à m'informer, ça va être comment charger une voiture électrique ou quand est mort Charlemagne ou quel temps fait-il au Caire. Là, je vais vraiment avoir besoin d'une réponse assez rapide, assez simple, mais je vais pas prendre d'action a posteriori, après. Ensuite, tu as les recherches dites transactionnelles du type souscrire à une assurance habitation, acheter un iPhone 16 ou je sais pas, trouver un supermarché proche de chez moi. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que pour le moment, Google conserve la suprématie des recherches transactionnelles. C'est-à-dire que si tu veux acheter une assurance, la majorité des gens, souscrire à une assurance, la majorité des gens vont aller
sur Google. Si tu veux acheter un produit en e-commerce, tu vas aller sur Google et sur Internet classique. Par contre, si tu veux savoir une information un peu à la volée, combien de temps cuire un œuf, les gens vont aller sur ChatGPT parce que c'est plutôt des recherches informationnelles. Et la question qui se pose, c'est quand est-ce que les gens vont commencer à faire leurs transactions dans ChatGPT, dans Perplexity, dans Mistral. Et c'est ça qui va faire que ça va complètement transformer la manière de ce basculement. C'est l'usage en fait des gens. Parce que techniquement, technologiquement, ces outils, est-ce qu'ils sont prêts? Alors, pas forcément. Donc déjà, la force de Google, c'est on les habitudes, on l'a dit. Donc il y a beaucoup de gens qui y vont naturellement en première intention pour des actes d'achat. Mais il y a aussi des bases de données propriétaires. Donc, si tu regardes Google, ils ont des bases qui sont des bases d'informations hyper updatées, donc mises à jour très régulièrement. Tu vas avoir notamment Google Maps, donc c'est l'ensemble des établissements au monde locaux, mais tu vas aussi avoir Google Shopping avec plein de produits qui sont gérés par le Merchant Center. Tu vas avoir Google Flight, Google Hotel. Tu as énormément en fait, de bases de données que Google met à disposition des entreprises qui sont mises à jour donc, par les entreprises pour servir les utilisateurs finaux. Et si tu prends Google, si tu tapes où est le supermarché le plus proche, il va pouvoir te répondre très facilement parce qu'il a toutes ces données mises à jour en temps réel dans Google Maps. Si tu poses la même question à Perplexity, à ChatGPT ou à Mistral, en fait, ils n'ont pas de base de données propriétaire. Et ils n'ont pas le droit, ils sont bloqués pour scraper des Apple Plans, des Facebook local ou des Google Maps. Donc, ils sont un peu dans cette situation où ils n'ont pas de base de données propre. Et donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont scraper les sites internet des entreprises pour trouver les produits ou pour trouver les points de vente. Et ils vont aussi acheter ou faire des partenariats avec ce qu'on appelle des publishers, qui sont généralement les publishers qu'on connaît, c'est Le Monde, enfin c'est des journaux. Et donc, en gros, ils vont payer le Times ou tous ces journaux pour aller lire leurs informations. Sauf que dans cette information du Times, c'est plutôt des informations, c'est plutôt des choses informationnelles et pas transactionnelles. Le Times ne va pas référencer les produits vendus chez Carrefour. Et donc, ils essayent de se connecter au maximum de bases de données. Et quand ils n'ont pas la donnée locale ou donnée produit, ils vont scraper les sites internet des enseignes. En fait, c'est intéressant parce qu'il y a une bataille de la donnée qui est sous-jacente à la bataille de l'attention. Exactement. Pour gagner la bataille de l'attention, il faut que tu gagnes la bataille des données pour que tu aies de la fiabilité pour récupérer l'attention, en fait, finalement. Parce qu'en exactement. Mais en fait, le vrai problème que vont avoir tous les Generative Engine, donc c'est les agents conversationnels qui sont branchés à Internet, c'est est-ce qu'ils ont de la donnée à jour? Et quand ils n'ont pas de la donnée à jour, que ce soit sur des produits ou sur d'autres choses, est-ce que la mauvaise expérience des utilisateurs va les faire revenir chez Google? Et donc, l'enjeu, je pense, de Mistral ou de ChatGPT, etc., s'ils veulent s'attaquer au monde de la recherche en ligne et devenir des acteurs importants, ce qui, je pense, est un peu le cas, notamment de Perplexity, c'est sur quelle base de données vont-ils s'appuyer pour répondre aux intentions d'achat des utilisateurs? Et c'est ça qu'ils essaient de construire. Aujourd'hui, la stratégie, si tu prends des comptes, si tu veux aller chez Leroy Merlin, qu'est-ce que va utiliser ChatGPT? Ils vont utiliser ce qu'on appelle les store locators, c'est-à-dire sur le site internet de Leroy Merlin ou de Carrefour ou de Toyota, tu vas avoir tous les points de vente qui sont référencés sur une carte. Et ce que va faire ChatGPT, c'est lire ces informations via des balises que tu as mis sur ton site, ce qui s'appelle schema.org. Donc schema.org, c'est tu vas mettre ceci est un horaire, ceci est un point de vente. Et donc l'agent IA va lire le site de Toyota et te dire voici les points de vente, les concessionnaires Toyota à proximité. Et alors que sur Google, c'est beaucoup plus simple parce que les concessionnaires Toyota, ils sont déjà référencés dans Google Maps. Donc la donnée est structurée, beaucoup plus propre et beaucoup plus updatée, alors que en scrapant les sites internet, tu peux avoir plus d'erreurs et c'est plus compliqué à traiter. Ok. Parce que peut-être juste pour revenir un peu sur comment ça fonctionne un moteur de recherche IA, donc un ChatGPT, un Mistral ou un Perplexity, finalement, et je te laisserai un petit peu confirmer ça, mais en fait, il y a presque deux bases de données. Il y a la base de données du modèle, la base de connaissances qui est updatée tous les 2-3 mois, dans lequel il y a toute une partie d'Internet et sur lequel tu peux aller chercher justement des informations sur Charlemagne, sur plein d'informations. Et ensuite, il y a les informations fraîches sur lesquelles ils vont pas aller te faire une réponse depuis leur base de connaissances, mais là, ils vont aller chercher de la donnée. Alors, dans ces bases de données, là, ils vont scraper. C'est surtout le scrapping qui va être utilisé. Ouais, alors c'est un peu différent. En gros, t'as deux aspects, mais qui sont un peu différents. Donc, le premier, c'est les données d'entraînement. Donc,
Ça, c'est pas mis à jour. Ça coûte trop cher à mettre à jour. Voilà. Donc, en gros, tu as des données d'entraînement. Donc, tu vas avoir un modèle. Donc, si tu prends le cas de ChatGPT, ça va être par exemple GPT-4.o. Ça, c'est le LLM. Ouais. Et le LLM, il va être entraîné sur des tokens et donc sur des grosses bases de données textuelles. Exactement. Et donc ça peut dater d'il y a longtemps. Et ces bases de données textuelles vont lui donner la compréhension des structures grammaticales, des faits historiques, etc. Et donc là, on va vraiment être sur une logique d'entraînement de modèles. Et donc, anciennement, ChatGPT était bloqué sur des données qui dataient de 2022, 2021. C'est-à-dire que si tu lui posais des questions sur des données récentes, il pouvait pas te répondre. Et donc là, c'est la partie entraînement. Ouais. Une fois que tu as ton modèle entraîné, ou qu'on appelle modèle pré-entraîné, tu vas avoir la possibilité de le connecter à une base de données mise à jour en continu via notamment ce qu'on appelle du RAG, Retrieval Augmented Generation, où tu vas aller chercher sur Internet les données en temps réel qui sont fournies par les sites pour pouvoir donner une réponse. Et c'est là où tu passes de ChatGPT à SearchGPT. Et SearchGPT, c'est en gros ChatGPT mise à jour continuellement des données d'Internet. Et notamment avec finalement, c'est ChatGPT qui a accès à Internet via Bing. C'est aussi ça. Ouais. C'est aussi pour ça qu'il y a un petit peu des réponses un peu moins bonnes que sur Google, parce que la base de données qui est utilisée, c'est pas la même que Google, c'est Bing. Et aujourd'hui, on sait qu'on est moins sur Bing, quoi. Alors, la base de données qui est utilisée, c'est la base de données d'Internet. Ouais. Et donc, c'est la même. Le moteur de recherche qui est utilisé pour filtrer les résultats, c'est Bing. Donc, en gros, la base de données que tout le monde utilise, que ce soit Yahoo, Bing ou Google, c'est la base de données de tous les sites Internet et d'Internet. Donc ça, c'est une base de données publique qui est, en gros, le web. Et Google va utiliser des bases de données privées, par exemple Google Maps. Maintenant, si OpenAI veut avoir accès à de l'information sur les sites Internet, en fait, ce qu'ils vont faire avec ChatGPT, c'est utiliser le moteur de recherche Bing pour filtrer les premiers résultats. Et donc, pourquoi ils utilisent Bing? Parce que Bing appartient à Microsoft. C'est le moteur de recherche de Microsoft. Et Microsoft est investisseur à 49% du capital de OpenAI. Et donc, en fait, quand tu discutes avec ChatGPT et que tu lui dis où est-ce que je peux acheter des chaussures de sport, ChatGPT va taper dans Bing où est-ce que je peux acheter des chaussures de sport. Là, tu vas avoir des sites qui vont remonter, qui peuvent être Decathlon, Intersport, Run Machin, tout. Ils vont aller sur ces sites-là, prendre les informations et les restructurer dans une réponse naturelle. Donc, en fait, ils utilisent Bing comme moteur de recherche pour récupérer de la donnée pour trouver une réponse. C'est ça. Mais est-ce que plus il y a ça, plus une partie scrapping, ils vont directement sur les sites, ou le schéma naturel, c'est ils vont scraper les sites que propose Bing par rapport à la recherche. D'accord. Donc en fait, c'est GPT-4 qui va vers Bing, qui fait une sélection de sites. Une fois qu'on a sélectionné les sites, on scrape les sites et de là, on fait une réponse textuelle qui combine l'ensemble de ces sites pour ChatGPT. Ouais. Ok. Donc c'est ça, c'est en fait il y a le ChatGPT normal. Tout est beaucoup plus complexe que ça, c'est très simplifié et tu peux avoir Perplexity va fonctionner un peu de la même manière, sauf qu'eux ils ont développé leur propre moteur de recherche interne et donc c'est un peu en fait Perplexity sont lancés dans une logique de se dire on va concurrencer Google directement et c'est assez tu vois si on essaie de se projeter sur ce qu'est en train de faire Perplexity, ils viennent de racheter une boîte qui te permet d'aller taper aussi dans Dropbox, dans Drive et dans plein d'autres bases de données. Et peut-être que demain, le monde de la recherche, donc quand toi tu chercheras une information, tu vas taper une information dans un moteur de recherche et ça ira pas seulement chercher dans la base de données du web, donc la base de données publique, mais potentiellement ça sera connecté à la base de données de ton entreprise ou dans la base de données de tes documents à toi. Et donc par exemple, si tu dis qui est le manager de Paul, bah, cette donnée peut-être qu'elle sera pas sur Google, enfin sur le web, pardon, mais ça ira taper dans tes propres documents. Et donc, ce qui est en train potentiellement d'émerger, c'est un mode de recherche qui n'est pas uniquement sur les données publiques, mais sur toutes les données qui sont mises à ta disposition dans ton écosystème de recherche. C'est marrant parce que ça rappelle un petit peu l'interface de Copilot, pour le coup, on n'en a pas parlé, mais qui est exactement comme ça, où il y a une version de travail dans laquelle tu as accès à tes mails, ton Teams, les réunions, en fait, tu peux taper dedans, et une version web. Et donc, l'utilisateur, il peut choisir s'il va aller chercher l'information dans la base de données de son entreprise, dans la sienne, ou sur le web. Et c'est vrai que c'est un petit peu la première fois qu'on voit ça. Une recherche qui peut aller à la fois des infos personnelles et sur le monde, quoi. Et je pense que c'est ce qui va se développer de plus en plus, parce que autant Copilot est très avancé sur la partie interconnexion, c'est-à-dire qu'ils ont déjà accès à énormément de données dans l'écosystème Office 360.
Et à côté de ça, Outlook et tout. Mais Perplexity, eux, ils ont de meilleures compétences, je pense, en modèle ou ce genre de choses. Donc chacun se bat un peu avec ses armes. Et je pense qu'il y a une belle guerre du monde de la recherche. Je pense que chacun se demande comment va être la recherche dans 10 ans. Et il y a quand même de grandes chances que la recherche soit à étaper dans des bases de données privées et publiques et même personnelles de tes mails perso, etc. quoi. Ouais, c'est un peu le super assistant finalement. Ouais. Le super assistant, il peut te donner de la donnée sur Internet, mais aussi de la donnée sur tes éléments. Et donc, c'est ça un assistant. Il te donne l'information, pas que fragmenté, segmenté, c'est sur n'importe quelle question que tu vas poser. Exactement. Et les technos sont relativement les mêmes, où c'est des logiques de RAG, où ils vont aller récupérer, te générer une réponse sur la base des données des différentes bases de données, quoi. Il y en a d'autres qui se posent des questions, c'est les entreprises. Parce que ça fait 10-15 ans, moi, entreprise, j'optimise sur Google. J'ai le SEO, le SIA. Et là, maintenant, alors déjà, j'ai eu les nouvelles plateformes sociales qui ont aussi un impact sur la recherche, comme tu disais tout à l'heure. Et ensuite, j'ai de nouveaux outils comme ChatGPT, Perplexity. Et cela t'expliquait un peu comment ça fonctionne. Mais concrètement, moi, si je suis une entreprise, alors déjà, je vais te poser plusieurs questions, mais qu'est-ce que je peux faire? Mais surtout, comment je peux faire? Est-ce que je dois y aller? Et comment je peux faire pour améliorer mon référencement sur ces outils-là? Ouais, alors, si on reprend ce qu'on disait au début, tu as donc Google qui représentait une part importante et qui représente toujours une part importante du search. Et ensuite, 2 modes de search. Un qui est plutôt sur ce que nous on appelle l'Internet visuel et immersif, donc TikTok, Insta, etc. Et l'autre côté, les agents IA, ce qu'on appelle le GEO, Generative Engine Optimization, à distinguer du SEO, Search Engine Optimization. Sur le premier sujet, qui est le sujet de la recherche immersive, je pense que de plus en plus d'entreprises vont essayer de travailler sur leurs assets visuels. Donc ça veut dire essayer d'avoir des jolies photos, des jolies vidéos. Tu vois, tous les podcasts maintenant sont en vidéo. On essaie de créer beaucoup plus de contenu visuel parce que c'est comme ça que les gens aiment utiliser Internet dans des recherches immersives. Donc sur le premier aspect, le changement de la recherche, je pense que beaucoup d'entreprises vont devoir travailler sur leur visuel. Et d'ailleurs, juste un point là-dessus, on discutait avec quelqu'un d'une grande entreprise type Meta qui nous expliquait que dans les algos de ciblage, ils sont en train de rajouter du LLM et du computer vision pour pouvoir analyser les images pour rentrer ces informations-là dans le ciblage. Donc en fait, c'est aussi ça, c'est que dans les algos à l'intérieur des plateformes, on va de plus en plus prendre en compte la créa, l'image, là où avant c'était un petit peu coupé, c'était soit les cookies, la donnée, soit les créas. Maintenant en fait tout ça, ça va faire partie de la recherche, quoi. Et ben, il y a un exemple que nous on montre souvent à nos clients, c'est si tu prends ton portable et que tu tapes dans Google Maps macarons à Nice, tu vas avoir des photos de boulangerie avec des boulangeries qui remontent, et en premier, tu vas avoir une photo de macarons. Si tu tapes bûche de Noël à Nice, tu vas avoir les mêmes boulangeries, mais qui remontent avec en premier les photos de bûche de Noël. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'une part, les photos aident Google à faire remonter certains établissements avant les autres. Donc en fait, ça fait partie de l'ordre. Donc les photos participent au SEO dans Google Maps. Mais ça veut dire aussi que ces photos, comme elles sont mises en premier, si elles sont jolies, elles vont améliorer la conversion qui vont faire aller dans cette boulangerie ou dans l'autre. Et donc, la notion de contenu visuel, tout le monde pense à Insta ou TikTok, mais en fait, ça va aussi jouer dans Google, où les sites internet des entreprises devront être beaucoup plus visuels, avec beaucoup plus d'images, beaucoup plus de schémas ou de choses, parce que c'est beaucoup plus facile pour l'œil et les gens sont de plus en plus feignants et n'ont pas envie de lire des textes, alors que l'Internet était très textuel avant. L'Internet va être de plus en plus visuel. Ça change beaucoup le changement. C'est un vrai changement de paradigme parce que avant, pour optimiser mon référencement, il fallait que je mette les bons mots. Et là, maintenant, il faut que je mette les bonnes photos. C'est-à-dire qu'il faut que je réfléchisse. Tiens, je veux me positionner sur les macarons, il faut que je prenne des photos de macarons. Je veux me positionner sur bûche, il faut que je prenne des photos de bûche. Et non pas juste pour être beau, mais pour améliorer mon positionnement dans la recherche. Exactement. Donc, c'est quand même un gros changement, quoi. Donc ça, c'est pour répondre plutôt au changement d'Internet vers le côté visuel. Et après, tu as le deuxième changement dont on parle depuis tout à l'heure aussi, qui est l'Internet conversationnel. Donc tout ce qui est discussion avec des LLM et des moteurs d'IA. Là, il y a plusieurs choses qui peuvent être faites. Donc la première chose, on l'a mentionné, c'est de renseigner sur ton site Internet les bonnes informations et taguer ces informations avec du schema.org. C'est-à-dire, ça, c'est mon logo. Ça, c'est mes horaires, ça, c'est mon point de vente, ça, c'est mes actualités. Et en fait, tu vas mettre des balises dans ton code pour permettre aux agents IA, aux bots, de lire ton site. Donc, avant, on optimisait les sites pour les humains. Maintenant, il faut aussi optimiser les sites
Ouais. pour les scrappers, etc. Mais ça existe déjà normalement. Si tu fais du SEO, on travaille beaucoup là-dessus. C'est la question que j'allais te poser. Est-ce que ça, c'est un référencement de plus dans le SEO ou est-ce que si je suis déjà bon sur mon SEO, normalement, c'est déjà gérer ce genre de choses? La majorité des leviers qui sont utiles en SEO sont utiles en GEO. Donc, c'est quand même assez proche. Ouais. C'est pas une révolution totale. Il y a certains autres éléments qui vont changer, mais je pense qu'il n'y a pas de... C'est pas un bouleversement... Enfin, on peut pas dire le SEO est mort. Enfin, typiquement, il y a un peu ce débat. Non, parce que la majorité des bonnes pratiques qui consistent à avoir un contenu crédible, à avoir une optimisation, à être orienté mobile, enfin, toutes ces choses-là, ça va aussi jouer dans le GEO et donc dans la capacité des moteurs de recherche LLM à faire remonter l'information. Donc, le premier truc que nous, on dit à nos clients, c'est continuer à produire du contenu de qualité. Pour continuer à faire des frequently asked questions et à faire des how-to, ce genre de petits blogs dans un site internet qui vont souvent remonter dans les moteurs de recherche génératifs. Après, il y a un autre sujet qui commence à monter de plus en plus, c'est la question des biais de l'intelligence artificielle dans ces moteurs de recherche. En fait, si par exemple je prends l'exemple de Partout et que j'écris sur des milliers de sites, Partout est la meilleure entreprise au monde, et que je le fais sur des blogs, sur mon site, etc. Et qu'ensuite je demande à ChatGPT, Perplexity ou Gemini quelle est la meilleure entreprise au monde, ben en fait ils vont lire plein de sites et ils vont dire bon, ça a l'air d'être Partout, donc je dis Partout. Donc le paradoxe de tout ça, c'est que les LLM vont répondre ce qui est présent dans la majorité des contenus d'Internet. Et donc, il y a un enjeu qui est d'éviter ce genre de comportements qui sont biaisés, puisque si tu interroges la propre entreprise sur ses avantages et ses inconvénients ou sur son positionnement, etc., tu vas être complètement biaisé. Et donc, la tendance qu'on voit, qu'on pense qu'il va arriver dans les prochaines années, c'est l'usage des avis clients, des avis en fait non biaisés, pour nourrir les modèles d'IA. Donc, si je prends l'exemple de... Toi, tu vas aller sur un ChatGPT et tu dis quels sont les avantages et les inconvénients d'acheter un iPhone 16 ? Tu poses cette question-là. En fait, les réponses que va te donner ChatGPT, ils vont être basées à la fois sur des sites internet, mais aussi sur les avis clients. Et donc, il y a une grande tendance en ce moment qui est de se concentrer aussi sur ce qu'on appelle les UGC, User Generated Content. Les UGC, ça peut être soit des forums, tu vois, Reddit qui aux États-Unis prend de l'importance. Ça peut être soit des posts, des vidéos TikTok, des posts LinkedIn, mais aussi des avis Google Maps, des avis Google Shopping. Et tout ce contenu-là, comme il n'est pas associé à une marque ou une entreprise, va permettre aussi de créer du contenu pour répondre à des questions du type quel est le meilleur restaurant autour de moi ou ce genre de choses. Et donc il y a un vrai enjeu pour les moteurs d'IA, c'est de trouver ces informations non biaisées. Et donc quand on discute avec nos clients, qui sont souvent des retailers ou des réseaux d'établissements, on leur dit si vous voulez vous préparer à ce changement, il faut travailler sur sa réputation, qu'elle soit réputation dans la presse ou réputation dans les moteurs d'avis classiques du type Google Maps ou Google Shopping. Donc ça, c'est un changement qui va apparaître autant dans les moteurs d'IA que les moteurs traditionnels Google, ou que tu vois particulièrement sur les moteurs d'IA? En fait, je dirais que dans les sites web classiques, on va te laisser le choix, toi utilisateur, de faire le tri, c'est-à-dire de dire bon, ce site il est complètement biaisé, etc. Alors que dans une réponse qui est générée par intelligence artificielle, tu as moins cet aspect-là, et donc je pense qu'ils vont chercher à être moins biaisés possible, parce qu'en fait, ce texte qui est généré, il peut varier en fonction de ce qu'on trouve sur Internet. C'est-à-dire qu'il y a même des entreprises en ce moment qui essayent de voir qu'est-ce que répond ChatGPT si tu lui demandes quel est le meilleur shampoing. Donc, ils vont te poser la question à Gemini, Mistral, ChatGPT, Perplexity, tous les mois, quel est le meilleur shampoing au monde. Et ils vont voir, ou liste-moi les shampoings pour bio, je sais pas, ce genre de choses. Ils vont voir. Et en fait, ils vont plus suivre le positionnement SEO, mais le share of voice, c'est-à-dire la part des produits qui remontent dans les réponses des LLM. Donc en fait, c'est une nouvelle forme de suivi et ils suivent ça dans le temps pour voir comment le contenu du web influence les réponses des moteurs d'IA générative. C'est un peu la question que je voulais te poser ensuite, c'est ok, donc on peut optimiser les moteurs en faisant bien son SEO, en faisant bien sa réputation. Peut-être d'autres choses, tu me diras si tu vois d'autres choses. Et ensuite, d'accord, très bien, je fais ça, mais comment est-ce que je fais pour mesurer? Parce que finalement, à la fin, il faut quand même pouvoir mesurer le ROI, est-ce que ça fonctionne? Donc, mes actions, c'est ça. Et ensuite, comment est-ce que je fais pour le mesurer? Donc, tu as donné des premiers éléments de réponse. Ouais, alors, dans les autres trucs que tu peux faire, il y a plein de petites pistes qui existent.
j'avais lu notamment des études de gars de Stanford qui faisaient des tests pour voir en A/B testing quels sont les éléments qui permettent de remonter. Donc les éléments, c'est par exemple donner des chiffres. Donc plus tu donnes de chiffres, plus tu gagnes de crédibilité auprès des LLM. Par exemple, tu diras 55% des Français machin pensent que... En gros, dès que tu donnes des arguments d'autorité, quand tu mets des citations, ça augmente aussi la probabilité de ton texte d'apparaître. Si tu es hyper assertif, plutôt de dire ça pourrait être ça, tu dis c'est ça. Et en fait, les modèles actuels prennent plus la donnée qui est très assertive. Ça, c'est dangereux pour la polarisation. Exactement, donc tu as tes enjeux là. Donc tu as plein de bonnes pratiques. Donc on a parlé tout ce qui est schema.org, on a parlé de réputation, on a parlé d'assertivité, de chiffres et de citations. Maintenant, la question de savoir comment je mesure le ROI. En fait, le ROI, il peut venir de deux manières. La première manière, c'est de voir si les informations que toi tu as écrites ou la manière dont tu mets en avant ta marque ou ton entreprise remontent dans les réponses des LLM. Donc là, typiquement, tu vas taper, si tu es une agence SEO, on va toujours taper quelle est la meilleure agence SEO de France et voir s'il remonte. Donc tu peux suivre ce que je disais tout à l'heure sur les share of voice, c'est-à-dire la part que représente ce que tu dis qui est repris par les LLM, que ce soit ChatGPT, Mistral, etc. Ça, c'est une première manière de mesurer le ROI, mais elle est très difficile à mesurer parce que comment tu peux savoir que ce que tu as dit est réellement repris, et en plus, est-ce que ce que tu as dit est repris, mais est-ce que tu en tires de l'avantage? C'est-à-dire que si je suis AXA et que j'explique comment souscrire à une assurance habitation et que ChatGPT reprend mes textes, les utilise pour répondre à quelqu'un et qui met pas en avant AXA, en fait, j'ai écrit du contenu qui sert juste l'utilisateur sans me servir moi. Donc, tu as une deuxième manière de mesurer ton ROI, c'est les sites internet, c'est-à-dire les liens qui sont fournis par ChatGPT, Perplexity ou Gemini, donc Google, pour envoyer du trafic vers les sites internet. On parlait des AI Overview au début. Quand Sundar Pichai a annoncé AI Overview aux États-Unis, donc le CEO de Google, ce qu'il a dit, c'est ce qu'on voit, c'est que les gens qui cliquent sur les liens après avoir lu des textes des AI Overview, parce qu'il y a les sources à droite, et ils passent plus de temps sur les sites internet et ils sont beaucoup plus qualifiés. Et donc, en réponse à tous les gens qui disaient que en fait, ce blog d'intelligence artificielle captait du trafic et l'éloignait des sites web, il a dit non. En fait, c'est l'inverse qui se passe. Le texte par IA va qualifier les leads et les renvoyer vers les sources qui les intéressent. Donc ça, c'est vraiment un débat. Les chiffres, on les a pas forcément. Donc, faut faire quoi? Soit confiance à Google, soit à notre peut-être bon sens sur le fait que ça pique du trafic. Donc, c'est un vrai débat. Par contre, quand tu cliques, tu peux juger du trafic qui est apporté par les moteurs IA. Si tu regardes sur ChatGPT et que tu tapes quel est le meilleur maillot de bain et que tu vois des liens et que tu vois un lien vers des sites de maillots, si tu cliques, il y a un UTM on avait regardé. ChatGPT. Et donc, de plus en plus, les gens sont capables de suivre le ROI, de travailler leur référencement sur les LM. Pour l'instant, c'est très faible comme trafic. C'est même très, 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 très faible. Par contre, c'est amené potentiellement à augmenter. Cet UTM, c'est arrivé il n'y a pas si longtemps. Ouais. C'est arrivé il y a début janvier peut-être, ou fin de l'année dernière. Ouais, en fait... c'est arrivé il n'y a pas si longtemps, parce qu'en fait, le but de ChatGPT et de Perplexity, c'est d'essayer de révolutionner la recherche et d'attirer beaucoup d'utilisateurs. Et pour l'instant, leur objectif, c'est pas de faire de l'argent. Ils essayent juste de faire changer les habitudes. Gagner la garde d'attention. Exactement. Et plus tu as de gens qui viennent, plus ensuite tu auras de la valeur à faire de l'ADS. La question, c'est comment Perplexity ou ChatGPT va faire de l'argent. Une des réponses serait potentiellement l'ADS, c'est-à-dire favoriser certains types de réponses en fonction de ce qui paye. Ou alors, ce qui serait moins embêtant, ce serait de mettre au milieu d'une réponse textuelle un bloc qui pousserait un produit. Exemple, j'ai cassé ma porte, aide-moi à la réparer. Donc ChatGPT te dit pas de problème, sors tel tournevis, il faut que tu vises ta porte et que tu machin. Et au milieu, il te met une pub pour un tournevis que tu peux aller acheter chez Leroy Merlin, par exemple. Et donc là, on est sur quelque chose de invasif, mais pas biaisé, quoi. Plutôt qu'ils te disent, tu devrais acheter le meilleur tournevis au monde qui est celui de Leroy Merlin, ou de telle marque. Ça va être intégré au texte qui est généré par IA. Ça, c'est une première méthode. Et une deuxième méthode, c'est de mettre un bloc qui est séparé de la réponse, au milieu, mais bien mis en évidence que c'est une pub. Donc ça, c'est différents modes de publicité, pour gagner de l'argent côté. C'est marrant parce que finalement, quand on t'écoute, on se rend bien compte que c'est l'avenir de la recherche un peu qui se joue. Il y a vraiment cette guerre de l'attention, ou quels seront les principaux outils. Et moi, je serais un peu plus assertif que toi sur la publicité.
pour avoir, comme toi, travaillé dans le marketing digital depuis quelques années. Quand j'ai vu ChatGPT, quand tu sais en fait les recettes publicitaires de Google, voilà, tu sais que d'un côté, la publicité en France, c'est 90% Google et Meta, et tu sais que les recettes publicitaires de Google, c'est une part énorme de leurs revenus. Quand tu sais les besoins de financement et le fait que ChatGPT n'est pas forcément rentable, tu mets ces deux informations ensemble, plus le fait que ChatGPT est en train de gagner des parts de marché sur cette guerre de l'attention, tu dis, comment ils vont ne pas avoir envie d'aller chercher dans cette manne qui est les revenus publicitaires. Ça me paraît fou qu'ils finissent pas par rentrer dedans, tu vois. Alors, il y a plusieurs réponses aussi à ça. La première, ce serait de dire que OpenAI est une société à but non lucratif, qui est la première réponse. Mais bon, ça veut pas dire que, ça veut surtout, ils ont quand même besoin de financement pour faire leur modèle. Il était en tout cas. Ouais. Et il y a un autre sujet, qui est que l'argent que génère OpenAI, elle peut aussi être tirée du paiement en fait des abonnés à ChatGPT avec un certain niveau de service, ou des API du modèle d'OpenAI. C'est-à-dire que aujourd'hui, nous chez Partout, on utilise pour nos clients des modèles d'OpenAI et on va payer OpenAI. Ça, c'est une manne financière importante. Ce qu'on observe pourtant, c'est que quand t'as DeepSeek qui est arrivé, les prix ont commencé à baisser. Enfin, les DeepSeek proposent quelque chose de plus bas, et donc t'as une guerre des prix et de la performance des modèles d'intelligence artificielle à la baisse. Et la question, c'est est-ce que les modèles d'intelligence artificielle vont devenir une commodité? C'est-à-dire, est-ce que demain, tous les modèles vont baisser en prix jusqu'à ce que le seul truc qui ait de la valeur, ce soit les applications qui sont basées sur ces modèles. Et donc là, peut-être que OpenAI se disait à un moment, moi, je vais pouvoir faire mon argent en vendant des API et des modèles à des entreprises pour que tout le monde utilise OpenAI et pas Gemini, et pas Claude, et pas Mistral. Et si les prix baissent, peut-être qu'ils se disent, en fait, j'ai beaucoup plus d'argent à aller chercher en allant concurrencer Google sur le search. Et donc, c'est intéressant ça. Je pense qu'il y a plein de manières de monétiser ce que fait OpenAI ou ce que font d'autres entreprises et qui sont encore dans la question de comment je vais monétiser ce que j'ai construit. Là, ils commencent à construire leur propre agent. C'est-à-dire que avec GPT Operator. GPT Operator, t'en as des agents sales. Et donc, peut-être qu'en fait, ils se disent qu'une manière de rentabiliser tous leurs investissements, c'est de devenir eux-mêmes des créateurs d'agents et donc d'applicatifs, et pas seulement d'être sur le modèle, sur le sujet des modèles. Parce que si tu regardes tout l'écosystème IA, il y a vraiment trois types de business. Il y a un type de business qui est les infrastructures et les GPU. Donc en gros, ça va être Google Cloud Platform, AWS, Nvidia, toutes ces boîtes qui créent des data centers, créent du cloud. Donc tu as une grosse brique là-dessus. Tu as une deuxième brique qui est les modèles, c'est-à-dire DeepSeek, Gemini, etc. Et là, ça se bat et les prix baissent. Et tu as un troisième brique qui est les applicatifs. C'est ça. Et les applications. Et sur les applications, je pense que l'explosion des modèles open source et la baisse des prix va faire que le marché des applications, c'est le marché qui va représenter la plus grosse partie de la valeur. Et peut-être qu'OpenAI est en train de se dire, moi, je suis sur le marché des modèles, peut-être qu'il faut que je passe sur le marché des applications. Et je trouve que ce que tu dis, pour moi, ça met en avant aussi le coup de génie à l'époque de Meta. Finalement, c'est eux qui ont lancé l'open source sur l'IA générative, pas l'open source global, mais c'est-à-dire que ChatGPT lance l'IA générative, le premier modèle. Ensuite, forcément, Google et Meta allaient réagir. Et c'est Meta qui se dit, alors nous, ce qu'on va faire. En plus, alors ça c'est mon interprétation, mais comme eux, ils étaient un peu moins menacés par cette guerre de l'attention, ils étaient moins frontal que Google. Ils étaient moins frontal que Google, même s'ils le sont quand même quelque part. Ils se sont dit, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas être frontal. On va faire la même chose gratuitement. On va les pousser à baisser le prix. Et c'est vrai, ce que tu dis sur DeepSeek, c'est d'aller encore plus loin, mais c'est un peu la même chose, c'est que l'open source, ils viennent casser ce marché, quoi. Ils permettent pas de générer de l'argent sur les modèles, donc ils sont obligés d'aller chercher de l'argent, peut-être sur les applications, peut-être sur la publicité. Et au final, pour les entreprises, c'est pas facile parce que ça soit pour les concurrents ou même pour les entreprises comme Coca-Cola ou Carrefour, c'est dur de se positionner parce qu'en fait, le marché il est en train de se créer. Donc, tu sais pas exactement où va être la valeur, comment tu vas pouvoir jouer avec ces choses-là. Et c'est fascinant à regarder, mais c'est pas facile à vraiment naviguer. Naviguer. Toutes les boîtes, tous les grands comptes clients de partout se posent tous la question de tous ces sujets. Et je pense que
pour se renseigner, il faut écouter énormément de podcasts, il faut passer beaucoup de temps à lire des trucs, faut suivre. Moi, je suis énormément LinkedIn sur ces sujets parce que chaque jour, il y a des nouvelles analyses. Et à un moment, moi, je me posais la question, je me disais, mais il y a plein de boîtes IA qui se lancent. Est-ce que les IA, les agents IA vont remplacer les SaaS comme partout? Et en fait, maintenant, en regardant avec un peu plus de recul, je me dis, bah non, ces agents IA, c'est des fonctionnalités qui vont être intégrées dans des SaaS et eux, ils sont juste en train de développer une partie des fonctionnalités. Si je prends l'exemple de Partout, donc nous, on a un cœur business qui est de permettre aux établissements locaux de gérer leurs avis, leur visibilité, leur messagerie, etc. Et donc on a la chance d'avoir un business assez stable depuis un moment. Et il y a plein de boîtes qui se lancent sur des petites parties de ce qu'on fait. Ça va être par exemple une boîte qui va se lancer sur l'analyse sémantique des avis clients, ou qui va se lancer sur les moteurs, les chatbots conversationnels, ou qui va se lancer sur les voice agents. Et chacun va se créer un petit truc. Sauf que l'analyse sémantique, le principal avantage, c'est soit tu développes, soit c'est une fonctionnalité d'un SaaS plus grand, soit il faut avoir un modèle qui soit vraiment hyper fort, hyper bon. Et à un moment, je m'étais dit, mais ces sociétés qui sont spécialisées sur l'analyse sémantique, elles vont être tellement fortes qu'elles vont créer un full business et que ça va être des partenaires. Sauf que ce qu'on observe, c'est que la vitesse à laquelle ça avance et la baisse des coûts fait que les startups qui lancent des sociétés très très focus sur des sujets IA sans prendre en compte tout le back-office derrière, tout l'interface utilisateur, tout le branchement à des bases de données, les écosystèmes, etc., ce qui est le cœur des SaaS, en fait, elles vont se retrouver à avoir développé des fonctionnalités d'un SaaS plus grand. Et finalement, partout, nous, ce qu'on veut faire, c'est travailler sur cette analyse sémantique. Mais on a déjà la base de données, déjà les connecteurs, etc. Donc, tu as toute une guerre entre un peu l'ancien monde SaaS et le nouveau monde des agents full IA, quoi. Ouais, parce que moi, ça me rappelle un truc fort dans notre aventure entrepreneuriale, c'est que il y a un monde où avant, la barrière à l'entrée, elle était technologique. Tu vois, tu créais cette petite fonctionnalité que personne n'avait, c'était suffisant. Et en fait, maintenant, j'ai l'impression que la barrière à l'entrée, elle est plus technologique parce que les coûts de la technologie, ils sont hyper bas, ils sont de plus en plus bas. Mais en fait, elle est vraiment dans la fonctionnalité. Si t'as pas intégré toute la bonne fonctionnalité avec l'éventail de solutions, t'as beau avoir la meilleure technologie, c'est pas suffisant parce que comme c'est pas cher, c'est pas là où t'as une vraie barrière à l'entrée. J'ai l'impression que le monde du service ou même du SaaS, encore plus du SaaS, il est totalement changé là-dessus parce que c'est la fonctionnalité plus que la technologie qui va te permettre de te créer une barrière à l'entrée et de réussir à gagner. En fait. C'est vraiment, c'est le sujet sur lequel nous, on se pose plein de questions en ce moment. On se dit, c'est quoi ce qui fait la différence de Partout par rapport à tout ce qui est en train de se créer? Et principalement, ce qu'on s'est dit, c'est que tu as 3 grandes différences. Tu as un premier sujet qui est la base de données que tu as, qui est propriétaire ou avec lesquelles tu travailles. Donc, c'est en gros toutes tes données qui sont incluses dans le SaaS, qui peuvent être tes utilisateurs, etc. Tu as un deuxième truc qui est ton interface de gestion, qui est aussi quelque chose qui se réplique pas facilement parce que c'est beaucoup du UX, beaucoup de développement, etc. Et tu as un troisième truc qui est aussi hyper important, c'est la distribution. C'est-à-dire tous tes clients qui te connaissent, qui te font confiance, ton marketing, tes forces commerciales. Et je pense que c'est ça qui va faire la différence sur le long terme, c'est des boîtes qui ont déjà des data, déjà des utilisateurs et déjà des clients et une force marketing. Et je pense que c'est un peu le play de Salesforce qui se dit, en fait, moi, j'ai déjà toute la base de données de mes clients qui sont chez moi. Et donc, mettre une couche d'IA par-dessus le CRM et faire des agents IA, c'est beaucoup plus facile que quelqu'un qui se dit, moi, je vais développer des super agents IA. Mais si tu n'as pas la donnée, les utilisateurs et la force de distrib, en fait, la valeur de ta société que tu as créée, elle est assez faible. Et c'est exactement la même chose pour les entreprises normales. Tu vois, nous, quand on va accompagner un client, la première chose qu'on lui demande, enfin qu'on va regarder, c'est mais c'est quoi votre gisement de données? C'est quoi la donnée que vous avez que personne n'a, qu'on va pouvoir utiliser pour créer une nouvelle fonctionnalité, pour améliorer ce que vous faites, et pas juste comment faire la nouvelle technologie, etc. Je pense que ça, c'est des choses que tout le monde en fait dans son entreprise peut regarder. C'est quoi ma valeur unique? C'est quoi la chose que moi j'ai que personne n'a qui va me permettre de développer et de me positionner sur un sujet particulièrement, quoi. Ouais. Et c'est dans cette réflexion qu'on a lancé toute la partie conversationnelle, voice, etc. Parce qu'on se dit que la base, ce qu'on a aujourd'hui chez Partout, c'est une très bonne compréhension des réseaux d'établissements locaux. C'est beaucoup de clients qui sont dans ce secteur et c'est des bases de données qui peuvent être les bases de données produits, points de vente, etc. Et c'est ça qui nous a poussé il y a 3 ans à lancer notre propre intelligence artificielle qui s'appelle Jim, qui concrètement permet à n'importe qui de contacter les retailers sur WhatsApp, sur Facebook, sur Messenger, toutes ces choses-là.
et d'échanger avec une IA pour poser des questions sur les produits à disposition, les horaires d'ouverture, est-ce qu'il y a un parking, est-ce que... enfin, plein de questions sur les conditions générales de vente, les stocks, tout ça. Et ce positionnement, il est assez loin de notre métier initial. C'est-à-dire qu'initialement, partout, nous, ce qu'on faisait, c'est de la mise à jour de données points de vente. Et en fait, en travaillant sur la réputation, en travaillant sur les interactions clients, on s'est dit, en fait, il y a un monde énorme qui va se développer, qui est la relation client assistée par intelligence artificielle, qui aujourd'hui se fait beaucoup par conversationnelle messagerie, mais qui demain se fera par la voix, où la majorité des interactions qu'on aura avec les business, notamment quand tu appelles un établissement ou que tu appelles un service client, il y en aura une bonne partie, voire la majorité peut-être un jour, qui sera à la voix. C'est-à-dire appeler quelqu'un, poser des questions, discuter avec une IA, notamment quand le magasin est fermé, parce que bon, potentiellement il y aura encore des humains qui répondront quand ils seront en point de vente, mais si je vois tous nos réseaux de points de vente, que ce soit des coiffeurs ou des agences d'intérim ou des agences immobilières, ils nous disent mais en fait mon problème c'est que j'ai un taux de décroché. C'est-à-dire, le taux décroché, c'est le pourcentage de personnes qui répondent au téléphone. Si tu appelles un coiffeur, tu as quand même de grandes chances que ça décroche pas. Et donc, si ça décroche pas, avoir une IA avec qui tu peux prendre un rendez-vous pour dans 1 heure dans l'interface de rendez-vous, bah, ça peut être un use case assez sympa, quoi. Ouais, parce qu'on a beaucoup parlé de l'avenir du search. Mais là, en fait, ce dont tu parles, c'est encore plus large. C'est l'avenir de la recherche. Et qui va être pas seulement textuel, mais qui va être aussi vocal. Ouais. Et en fait, c'est vraiment tout un nouveau monde qui s'ouvre parce que si je reprends un peu ce que tu disais, de plus en plus, il va y avoir une recherche un peu en mode super assistant où en fait, la recherche, elle va être basée sur Internet et aussi sur les données personnelles, sur mes données, sur mes documents. Ouais. Et en plus, quand je vais vouloir discuter avec une entreprise, je vais aussi pouvoir parler directement avec cette entreprise, avec du voice to voice pour prendre mon rendez-vous, pour avoir des informations. Ça, c'est quand même un monde totalement nouveau, quoi. Ouais, bah c'est assez particulier parce que c'est à la fois assez excitant dans le potentiel que ça offre, un peu flippant sur l'avenir des relations humaines. Et je pense que quand on travaille sur ces sujets, il faut aussi se poser la question de est-ce qu'on fait du bien à la société ou pas, et remettre aussi l'humain au centre de la relation. C'est pour ça que je suis assez content que Partout soit plutôt orienté sur le commerce physique, c'est-à-dire un commerce dans lequel moi je crois beaucoup, qui est le commerce qui est aussi humain, relationnel. Nous, on a beaucoup de clients qui sont des indépendants, donc ça va être des boulangeries, des cordonniers, des bouchers qui sont dans les villes, etc. Donc, essayer de me dire c'est quoi l'impact sur ça, et de se dire comment le monde réel peut tirer parti de l'intelligence artificielle dans sa relation quand il peut pas gérer, plutôt que de dire que l'IA va remplacer. De toute façon, il y a plein de choses qu'on peut pas remplacer, notamment tout ce qui est serviciel, que ce soit les coiffeurs ou les instituts de beauté ou ces genres de choses, et même les commerces, on n'a pas envie que ce soit des entreprises qui soient remplacées par l'IA, quoi. Ouais, bien sûr, et même plus globalement, moi j'aime bien cette anecdote de l'échec. Donc on sait que aujourd'hui l'IA est meilleure que l'humain à l'échec. Et souvent, ce qu'on oublie, c'est qu'en fait, et ça, je trouve ça génial comme anecdote, c'est que l'humain plus l'IA est meilleur que l'IA aux échecs. Ouais. En fait, quand tu as compris ça, tu te dis que demain, ça sera peut-être un peu plus ça. C'est comment l'IA, elle permet à l'humain d'être meilleur, et l'humain sera toujours meilleur que l'IA. L'humain plus l'IA sont toujours meilleurs que l'IA. Ouais, c'est des réflexions, et c'est en fait comment, tu vois, on parlait beaucoup des modèles, c'est comment mettre l'IA, le pouvoir de l'IA brut tel qu'il est développé aujourd'hui, avec des énormes modèles, des trucs qui sont très très puissants, comment on peut le mettre au service de la vie réelle et de l'impact sur nos vies. Aujourd'hui, je pense qu'il y a quand même un écart monstrueux entre la capacité de l'intelligence artificielle telle qu'on le conçoit d'un point de vue même de recherche, de calcul, de ce qu'on voit dans ChatGPT, etc. Et de l'autre côté, les applications qui en sont faites dans les entreprises et dans la vie quotidienne. Finalement, je regardais un truc de TF1 l'autre jour, et les questions qui sont posées, elles sont assez bateaux, assez simples. Et on se dit, mais il y a un énorme écart entre le potentiel de cette révolution et l'application. Et donc, la question, c'est quelles sont les entreprises qui vont permettre de faire le lien entre ce potentiel et l'impact sur la vie réelle des gens. Et ça, je pense que c'est là où potentiellement l'Europe a une place à jouer, parce qu'il y a tout à faire. Et c'est pas un marché sur lequel on a tant de retard que ça. Parce que bon, sur les modèles, on a beaucoup de retard, même si Mistral montre qu'on a encore des potentiels à aller chercher. Sur les infras, on est nowhere. Par contre, sur les usages et les applications, c'est à nous. Enfin, il y a encore tout à faire, donc potentiellement, l'Europe a une place importante à jouer. C'est clair, et tu m'offres une belle transition vers ma dernière question. C'est sur ce sujet de la visibilité en ligne. Nous, on aime bien être très pratique. Tu vois, ça serait quoi ton conseil à une entreprise qui se pose la question d'optimiser son search avec les IA, de commencer à mettre en place? Par où commencer? Qu'est-ce qu'on peut faire quand on est une entreprise qui veut utiliser l'IA pour améliorer sa visibilité en ligne? Donc, tu as plusieurs éléments.
Le premier élément, ça va être d'essayer d'avoir une présence sur des différents canaux, sur les différents. En fait, moi, ce que je ferais, ça dépend énormément du business dans lequel on est. C'est hyper sur mesure. Donc, moi, la première chose que je ferais, c'est je vais sur ChatGPT, je vais sur Mistral et je tape des recherches que font les gens quand ils essayent de me trouver. Donc, si je suis une agence immobilière, je vais taper agence immobilière à Nice et voir si je ressors, si je suis proposé. Et ensuite, regarder les sources qui sont utilisées. Ces sources, ça peut être du Wikipédia, ça peut être un site internet, etc. En fonction des sources, je vais essayer de travailler ça. Nous, chez Partout, la vision qu'on porte, c'est de dire, on a créé une plateforme sur laquelle on met à jour toutes les autres plateformes, on gère les avis sur toutes les plateformes, on gère les messageries. Donc, dans le monde actuel, si je devais donner quelques conseils, ça serait de regarder ce qui se passe, quelles sont les sources d'information des moteurs de recherche génératifs pour voir dans mon secteur qu'est-ce que je peux améliorer. Et l'autre truc que je ferais, et je pense que ça va aussi être un point important, c'est mettre en gros du conversationnel dans ma relation client. Parce que je pense que ça va être un usage qui va être assez fort. C'est-à-dire la capacité des clients à contacter directement par WhatsApp, par messagerie instantanée des clients. Mais c'est moins lié au... c'est la visibilité globale. Voilà, exactement, la relation client. Trop bien. Bah, écoute, merci beaucoup pour tout ça. C'était vraiment très riche et je pense qu'on a appris plein de choses. À part ça, toi, c'est quoi un peu les actus du moment? Vous êtes sur quoi, vous, de votre côté? Les actus dans Côté Partout, on continue notre développement, notamment sur les sujets de voix. On avait un événement hier, la semaine dernière, jeudi, avec 200 directions marketing où on a présenté toutes nos innovations. Donc, ça continue de beaucoup innover. On est hyper content. Donc, une année 2025 qui s'annonce très riche. Et côté perso, c'est plutôt la partie bouquin où j'ai sorti il n'est pas encore disponible en précommande. De mon deuxième livre, j'avais écrit un premier livre un peu sur le scale de Partout, donc le passage de 10 à 350 collaborateurs, toute la période 2021-2022, qui a été quand même une grosse période d'hypercroissance, comment structurer les équipes. Donc c'était Start to Scale, c'était le premier livre que j'avais écrit. Et ensuite, à partir de 2022, je pense qu'il y a eu quand même un peu un hiver de la tech, notamment pour les SaaS, avec plus de difficultés à lever de fonds, à chercher de la croissance, une économie qui est un peu en berne. Si on ne regarde pas la partie IA, je pense que ce soit sur les sujets énergétiques, sur les sujets géopolitiques, il y a quand même un peu de complexité, de difficulté. Et là, c'était plutôt essayer de raconter les années 2023-2024, qui ont plus été des années de remise en question, de travail sur les fondamentaux de l'entreprise, et essayer de parler des crises. Donc, c'est un deuxième livre qui parle plus des crises dans l'entrepreneuriat, dans les entreprises, en prenant l'exemple de Partout, mais en prenant aussi plein d'autres exemples d'autres boîtes qui ont vécu des difficultés pendant ces périodes. Donc, un peu une introspection sur ce qu'on a vécu 2023-2024, des années un peu. C'est génial d'avoir ce témoignage, parce que c'est là-dedans qu'on apprend le plus. Donc, moi, j'ai hâte de lire en tout cas, et on vous encourage du coup à aller acheter ça. Merci beaucoup, Thomas. Merci, à bientôt.